Salut tout le monde. 95% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés, et cela nous attriste. On change ça ensemble? Votre soutien est inestimable. Abonnez-vous. Bon visionnage. Il y a des matins où le monde semble tenir dans la paume de votre main. Des matins où le soleil caresse les murs de votre maison d'une lumière si douce qu'elle vous donne l'impression d'avoir tout construit, brique par brique, pour ce seul instant de paix. C'est ainsi que mes journées commençaient, la plupart du temps, dans cette maison de banlieue à l'allure modeste, mais qui pour moi représentait bien plus que de simples murs et un toit. Elle était la concrétisation d'un rêve, la pierre angulaire d'une vie que j'avais patiemment érigée. J'étais dans ma première moitié de trentaine, un âge où l'on commence à se sentir ancré, où les incertitudes de la jeunesse s'estompent pour laisser place à une certaine forme de stabilité, parfois illusoire, comme j'allais bientôt l'apprendre à mes dépens. Je m'appelle Marc. Mon parcours n'a rien d'extraordinaire, rien de romanesque. Je viens d'un milieu modeste, de ces familles où l'on apprend très tôt que rien n'est acquis et que chaque réussite est le fruit d'un labeur acharné. J'ai étudié l'architecture, une passion qui s'est révélée être bien plus qu'un simple métier. C'était une vocation, un langage secret pour comprendre comment le monde se tient debout, comment les espaces nous façonnent, comment les fondations invisibles soutiennent des rêves bien concrets. Après des années de persévérance, de croquis nocturnes et de calculs sans fin, j'avais décroché un poste dans un cabinet respectable en périphérie de la ville. Mon salaire était confortable, sans être extravagant, suffisant pour nous offrir, à Sarah et à moi, cette maison que nous avions choisie avec tant de soin, il y a de cela 5 ans. Cette maison. Ah, cette maison. Elle n'était pas gigantesque, pas une de ces villas clinquantes qui hurlent leur richesse, non. C'était une maison de 3 chambres, construite dans les années 70, avec un jardin suffisant pour un barbecue estival et un vieux chêne dont les feuilles bruissaient comme des secrets à chaque brise. Le crépi beige, le toit en tuiles sombres, les volets d'un verre fané que j'avais l'intention de repeindre, un de ces jours. Elle était si banale, si typique, et pourtant, elle était notre chef-d'œuvre à nous. La toile sur laquelle nous peignions notre vie commune. Je me souviens encore du jour où nous l'avons visitée pour la première fois. Des promesses murmurées dans chaque pièce vide, des projets qui bourdonnaient dans nos têtes. Nous allions refaire la cuisine, transformer la salle de bain, créer un potager. Et il y avait cette 3e chambre, un peu à l'écart, que j'avais immédiatement désignée comme mon bureau. Mon sanctuaire. Mon bureau. Connais-tu ce sentiment où un espace, une simple pièce, devient le prolongement de ton âme, une ancre dans la tempête du quotidien? Pour moi, c'était cela. Une pièce baignée par la lumière du matin, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin arrière, offrant une vue imprenable sur le vieux chêne et son balai incessant d'oiseaux. Les murs étaient d'un gris perle apaisant, constellés de mes diplômes encadrés, de croquis techniques, de plans roulés et de photos de nos voyages. Mon immense bureau en bois massif trônait au centre, toujours un peu encombré de carnets, de stylos de toutes sortes, de mon ordinateur aux multiples écrans, où naissaient et prenaient forme mes projets. Il y avait aussi cette bibliothèque imposante, remplie à ras-bord d'ouvrages d'architecture, d'histoire, de philosophie, de romans d'aventure. Et, dans un coin, mon vieux fauteuil en cuir usé, un cadeau de mon grand-père, où je me réfugiais pour lire, rêver, ou simplement me perdre dans mes pensées, le murmure de pages tournées pour seule compagnie. C'était mon refuge, mon atelier, ma bulle d'oxygène. C'est là que je travaillais parfois tard le soir, que je dessinais des idées folles pour des maisons imaginaires, que je planifiais nos week-ends, et même, je l'avoue, que je me cachais pour échapper un instant aux petites pressions de la vie conjugale. Sarah le savait, elle respectait cet espace, cette part de moi qui exigeait le silence et la concentration. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma routine quotidienne était un balai bien huilé,
Le réveil à 6h30, le café fumant partagé avec Sarah dans la cuisine baignée de lumière, les quelques mots échangés sur la journée à venir, nos projets, nos petites blagues matinales. Ensuite, la route pour le bureau, le brouhaha de la ville qui s'éveille, et les heures passées à façonner des plans, à résoudre des équations structurelles, à transformer des idées abstraites en réalités tangibles. Le soir, c'était le retour à la maison, le dîner préparé ensemble, ou par Sarah, qui aimait cuisiner, la conversation qui s'étirait autour de la table, les séries devant la télévision, puis les bras l'un de l'autre, au creux du lit. C'était une vie ordinaire, oui, mais c'était notre vie, et j'en étais profondément satisfait. Je me sentais chanceux. Nous étions un couple sans histoire, comme tant d'autres, naviguant à travers les petites joies des dimanches matins paresseux, les soucis quotidiens des factures à payer, les discussions sur la couleur du nouveau canapé. On se disait que le bonheur, c'était peut-être ça, cette somme de petites choses, cette tranquillité construite à deux. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous au fond? Une forme de stabilité, de réconfort, un port où accoster après les tempêtes de la vie. Cependant, comme une fissure invisible qui se propage sous le crépi parfait d'un mur, des changements subtils avaient commencé à s'immiscer dans notre quotidien. Des nuances, à peine perceptibles, qui sur le moment semblaient si insignifiantes que je les avais balayées d'un revers de main. Aujourd'hui, avec le recul, chaque petite anomalie résonne comme un signal d'alarme assourdissant que mon esprit, alors aveugle, avait refusé d'entendre. Sarah avait commencé à s'éloigner, d'abord imperceptiblement. Les conversations du soir, autrefois si riches et spontanées, devenaient plus rares, plus superficielles. Ses yeux, qui auparavant me cherchaient pour un acquiescement ou un sourire complice, semblaient maintenant errer plus souvent vers l'écran de son téléphone, une sorte de bouclier numérique interposé entre nous. Elle passait plus de temps dehors, disait-elle. Des cafés avec ses amis, des cours de yoga, des heures supplémentaires au travail. Je me souviens de ces soirs où je rentrais le premier, la maison silencieuse, et je me retrouvais seul à préparer le dîner, le vide de son absence résonnant étrangement dans chaque pièce. Quand elle rentrait, souvent tard, une fatigue d'apparence légitime masquait toute tentative d'intimité. « Je suis épuisée, mon amour », disait-elle, sa voix douce mais distante, un mur invisible se dressant entre nos corps pourtant si proches. Et moi, que faisais-je? Je rationalisais, bien sûr. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas, quand la réalité menace de briser le tableau idyllique que nous avons peint? Je me disais que c'était normal, que la vie de couple connaissait des hauts et des bas. Le stress du travail, les amis qui avaient besoin d'elle, le besoin d'indépendance. Chacun a besoin de son espace, me répétais-je, essayant de me convaincre que cette distance grandissante n'était qu'une phase, une légère ondulation sur la surface calme de notre océan conjugal. N'avons-nous pas tous eu ces moments où une petite voix, au fond de notre conscience, murmurait une inquiétude, mais où notre cœur, aveuglé par l'amour et la peur de la confrontation, choisissait de l'ignorer? Les signaux étaient là pourtant, clairs comme de l'eau de roche pour quiconque aurait bien voulu les voir. Les changements dans son apparence, par exemple. Sarah avait toujours été élégante, mais une nouvelle attention à sa garde-robe était apparue. Des robes plus ajustées, des coiffures plus travaillées, des parfums nouveaux, capiteux, qui ne laissaient pas indifférent. Je la complimentais, bien sûr, ravi de la voir prendre soin d'elle. Je pensais que c'était pour nous, pour raviver la flamme, pour se sentir bien dans sa peau. Jamais l'idée qu'elle pouvait chercher à impressionner quelqu'un d'autre ne m'avait effleuré l'esprit. La confiance, ce voile fragile qui recouvre toutes nos relations, masquait si bien la vérité. Connais-tu ce sentiment où la naïveté se confond avec la confiance,
où l'on refuse de voir la malveillance là où l'on ne s'attend qu'à l'amour. Et puis, il y avait son téléphone, toujours à portée de main, retourné face contre table quand j'étais près d'elle, verrouillé avec une dextérité nouvelle si je m'approchais. Des messages arrivant à des heures impromptues, des sourires furtifs esquissés sur son visage quand elle les lisait, vite effacés quand je posais une question. « C'est juste une amie », disait-elle, un ton de légèreté dans la voix, trop parfait pour être honnête. Mais j'étais un architecte, pas un détective. Mon esprit était formé pour voir la structure, pas pour débusquer les mensonges cachés sous les ornements. Je préférais croire au crépilis plutôt qu'à la fissure invisible. Le plus insidieux de ces signaux, celui qui, rétrospectivement, me glace le sang, concernait mon bureau, mon sanctuaire. Il y a environ 6 mois avant le jour fatidique, Sarah avait commencé à en parler, d'abord avec une légèreté presque anodine. « Tu sais, Marc, ton bureau est un peu sombre, non ? On pourrait peut-être repeindre, ou même réaménager. » Son idée de réaménagement était vague au début. Elle parlait d'optimiser l'espace, de moderniser le style. Je l'avais écoutée d'une oreille distraite, occupée à mes propres pensées. Mon bureau me convenait parfaitement, et l'idée de le bousculer me semblait superflue. Mais j'aime bien mon bureau tel qu'il est, Sarah. C'est ma bulle. Elle avait souri, un peu contrainte, mais avait laissé tomber le sujet. Pour l'instant. Puis, les propositions étaient devenues plus insistantes, plus concrètes. J'ai vu des idées géniales pour les bureaux à domicile sur Pinterest. On pourrait abattre cette petite cloison pour ouvrir l'espace, non ? Ça donnerait de la profondeur. Abattre une cloison ? Mon sang n'avait fait qu'un tour. Je suis architecte, je connais les structures. Abattre une cloison n'est jamais anodin. Et surtout, c'était ma cloison, celle qui définissait mon espace. Mais Sarah, c'est une pièce si fonctionnelle. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de toucher au mur porteur sans un vrai plan. J'avais ri, essayant de la prendre sur le ton de la plaisanterie. Mais elle n'avait pas ri. Son regard s'était assombri. Ce n'est pas un mur porteur, Marc. Et puis, il faut penser à l'avenir. Qui sait ce qu'on fera de cette pièce un jour ? L'avenir. Ce mot, prononcé avec une emphase étrange, avait résonné différemment dans mon esprit. Mais j'avais encore une fois préféré l'interpréter à ma manière. L'avenir, pour moi, c'était nous deux, vieillissant dans cette maison, peut-être avec des enfants un jour, mais certainement pas en transformant mon bureau. Je m'étais senti une irritation monter. C'était mon bureau, ma retraite. Pourquoi insistait-elle tant ? Cette pièce était à l'écart des autres chambres, juste à côté de l'entrée, elle ne gênait personne. Écoute chérie, je suis architecte, je sais ce que je dis. Ce mur est essentiel à l'équilibre de la pièce, et puis, je n'ai pas envie de me lancer dans des travaux colossaux en ce moment. La discussion s'était close, encore une fois, mais cette fois avec une tension palpable dans l'air. Je l'avais senti irrité, frustré par mon refus. Mais j'avais attribué sa frustration à son désir de bien faire, de rendre notre maison parfaite, sans imaginer un seul instant que ce désir cachait un plan bien plus sombre, une intention de démolir bien plus que de simples murs. Les métaphores architecturales me viennent naturellement, n'est-ce pas ? Parce que ma vie, mon mariage, ma maison, tout me semblait construit sur des fondations solides. Je pensais que nous avions une structure inébranlable, à l'épreuve du temps et des petites secousses. Je voyais notre couple comme un bâtiment bien conçu, où chaque pièce avait sa fonction, où chaque mur protégeait un espace intime. Je n'imaginais pas que sous la surface du crépilis, sous les couches de peinture fraîche et les souvenirs heureux, des fissures invisibles se propageaient déjà, minant silencieusement les fondations, rongées par un poison insidieux que je n'avais pas su identifier. Je croyais que les murs étaient faits pour protéger. Je n'avais pas réalisé qu'ils pouvaient aussi servir de prison,
ou de décor pour une mise en scène macabre, attendant le jour où la vérité éclaterait, démolissant non seulement une pièce, mais tout mon univers. Je me souviens de ce jour avec une clarté obsédante, comme une cicatrice invisible gravée sur l'âme. C'était un mardi. Le soleil, habituellement si doux dans mon bureau, projetait ce matin-là des ombres étranges, presque menaçantes, sur mes étagères remplies de livres techniques et de maquettes. J'étais plongé dans un projet complexe, une façade écologique pour un nouveau centre civique, et l'architecture, ce langage de lignes et de volumes que je maîtrisais si bien, était mon refuge, mon univers. Chaque trait de crayon sur mon plan était une conversation intime avec la matière, chaque calcul, une promesse de solidité et de durabilité. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas immédiatement compris l'anomalie, quand la sonnette a retenti avec une insistance inhabituelle. Sarah était censée être au travail. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 10h30. Qui cela pouvait-il bien être? Une livraison inattendue? Je me suis levé, les muscles engourdis par des heures de concentration, et j'ai traversé le couloir qui menait à la porte d'entrée. Au moment où j'ai posé ma main sur la poignée froide, j'ai entendu des voix. Une voix d'homme inconnue, et plus distincte, celle de Sarah, un peu trop enjouée, un peu trop fausse. Mon estomac s'est serré d'une légère anxiété, ce même pressentiment diffus qui m'avait effleuré ces derniers mois, ce sentiment que quelque chose n'était pas tout à fait à sa place, comme une fondation subtilement fissurée sous une construction apparemment robuste. Mais, fidèle à mon habitude, j'ai balayé cette pensée, l'attribuant à la fatigue ou à une imagination trop fertile. Quand j'ai ouvert la porte, Sarah se tenait là, souriante, à côté d'un homme que je n'avais jamais vu. Il portait une veste de tweed élégante, une pochette en cuir sous le bras et un sourire professionnel. « Marc, chéri !» a lancé Sarah, sa voix montant d'un ton trop haut, comme une fausse note dans une mélodie familière. « Je te présente Monsieur Dubois, notre architecte. » Mon cerveau a d'abord enregistré les mots sans en saisir la substance. « Notre architecte ?» ai-je pensé. Pour quel projet? Nous n'avions rien de prévu. Pas de rénovation majeure, pas de construction annexe. Notre maison, mon œuvre, était achevée, parfaite à mes yeux. Un temple que j'avais bâti de mes mains, pièce par pièce, rêve après rêve. Monsieur Dubois a tendu la main avec une poignée ferme, ses yeux clairs dégageant une assurance tranquille. « Enchanté, monsieur. Madame m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez dans le bâtiment également. Cela simplifie les choses. » Il a ri, un rire léger et confiant, tandis que Sarah, derrière lui, me gratifiait d'un regard étrangement soutenu, presque insistant. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas par excitation, mais par une sorte de confusion lourde. Simplifier quoi? Je me suis forcé à sourire, sentant mes traits se tendre. Architecte, oui, mais pour quel projet exactement? J'ai jeté un coup d'œil interrogateur à Sarah, espérant qu'elle éclaircisse ce mystère déroutant. Son sourire a vacillé, une micro-expression de gêne qui a traversé son visage avant de se solidifier. « Oh, chérie !» a-t-elle commencé, d'une voix qui se voulait légère, mais qui trahissait une pointe de nervosité. « Je voulais te faire la surprise. On a parlé de réaménager un peu la maison, non? Pour l'avenir, tu sais. » Elle a agité la main de manière vague, évitant mon regard. Mon avenir? Mais quel avenir? Le nôtre était déjà là, bâti sur ses fondations, sur ces murs que j'avais érigés avec tant d'amour et de précision. Monsieur Dubois, visiblement inconscient de la tension latente qui flottait entre nous, a pris les devants avec l'efficacité d'un professionnel. « En effet, monsieur, madame m'a expliqué le besoin. Transformer cet espace... » Il a fait un geste vers le couloir qui menait à mon bureau, ce sanctuaire où ma vie professionnelle et une grande partie de mon âme résidaient, en une chambre. Et pour cela, il nous faudra abattre ce mur porteur qui donne sur le salon, afin de créer une belle continuité et maximiser l'espace. Mon sang s'est glacé dans mes veines.
Abattre quel mur? Le mur de mon bureau? Une chambre? Pour qui? Qu'est-ce qu'il racontait? Un vertige m'a pris, la pièce a semblé vaciller autour de moi. La lumière du soleil, quelques instants plus tôt innocente, semblait désormais crue, impitoyable. Attendez, ai-je dit, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles, plus rauque que je ne l'aurais voulu. Abattre quel mur? Mon bureau? L'architecte a haussé un sourcil, manifestement surpris par ma réaction. Oui, monsieur, le mur principal qui sépare votre bureau de la pièce de vie. Madame m'a assuré que vous étiez parfaitement au courant et que c'était une décision commune. Le plan que j'ai esquissé intègre une chambre spacieuse pour bébé, avec des rangements adaptés et un coin nursery. Il a ouvert sa pochette en cuir, en sortant des feuilles de papier grand format, des croquis aux lignes nettes et claires, si terriblement précis. Et sur ces croquis, je voyais la démolition de mon monde. Une chambre pour bébé. Les mots ont résonné dans mon crâne comme un gong funèbre. Un bébé. Mais nous n'avions pas parlé de bébé. Pas de cette manière, pas pour cette année. J'étais encore à digérer l'idée que Sarah semblait s'éloigner, pas à planifier une expansion familiale qui, jusqu'à présent, était restée une perspective lointaine, toujours repoussée à plus tard par Sarah elle-même. Et surtout, pas en détruisant mon bureau, mon refuge, ma forteresse personnelle. La forteresse de mon identité. Mon regard est revenu vers Sarah. Son visage était désormais pâle, ses yeux fuyants. Le sourire était parti, remplacé par une expression de pure panique. Elle semblait avoir rétréci, son corps se recroquevillant légèrement, comme si elle espérait disparaître. Qu'aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu crié? Aurais-tu pleuré? Moi, je me suis senti vide. Un vide assourdissant qui a englouti tout l'air de la pièce. Monsieur Dubois, ai-je dit, ma voix étrangement calme, glaciale, comme l'acier. Il y a eu un grave malentendu. Je ne suis au courant d'aucun plan de ce type. Et il n'est absolument pas question d'abattre mon mur, ni de transformer mon bureau en quoi que ce soit. J'ai souligné les pronoms avec une force que je ne me connaissais pas, une possessivité que la situation avait réveillée en moi, comme un instinct primal de défense territoriale. Le regard de l'architecte a navigué entre Sarah et moi, une lueur d'embarras grandissant dans ses yeux professionnels. Sarah a fait un pas en avant, sa main se tendant vers moi, puis retombant. « Marc, je peux t'expliquer. » Sa voix était un murmure, un filet de son autrefois joyeux. Mais il n'y avait rien à expliquer. Les croquis étaient là, indiscutables. Le plan, conçu avec une précision architecturale, était une trahison en soi. Expliquez quoi, Sarah? Mon ton était bas, si bas qu'il résonnait comme un grondement souterrain. Expliquez pourquoi un architecte se tient dans ma maison, avec des plans pour démolir mon espace personnel, sans ma connaissance, et pour y installer une chambre de bébé dont je n'ai jamais entendu parler? Mes yeux balayaient les plans, la petite icône d'un berceau, le dessin d'une table à langer. Chaque détail était une claque, un coup de massue. Chaque trait de crayon sur le papier était un coup de couteau dans mon cœur. Monsieur Dubois a finalement refermé sa pochette. Je crois en effet qu'il y a un quiproquo important. Dans ces conditions, je préfère me retirer. Madame, monsieur, je vous laisse discuter. Vous me recontacterez si besoin. Son professionnalisme, à cet instant, était une bénédiction et une malédiction. Il s'est éclipsé, laissant derrière lui un silence pesant, un vide rempli uniquement par le battement furieux de mon propre cœur. Nous étions seuls, Sarah et moi, au milieu du salon, éclairés par le soleil impitoyable. Le silence était si lourd qu'il semblait avoir une texture, comme du ciment fraîchement coulé. J'ai ramassé les plans qu'il avait laissés sur la table basse, les déroulant lentement.
La visualisation de mon bureau, si familier, si ancré dans mon quotidien, transformé en une pièce étrangère, pour un enfant, pour son enfant, m'a frappé de plein fouet. Ce n'était plus un projet architectural, c'était un projet de vie, de leur vie, qui devait s'installer ici, dans ma vie. Alors, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement cette fois, tu vas m'expliquer ? Ou vais-je devoir deviner quelle autre partie de ma vie tu as décidé de démolir sans m'en parler ? Sarah a enfin craqué. Ses épaules se sont affaissées, ses mains se sont portées à son visage, et elle a éclaté en sanglots. Des sanglots amers, déchirants, mais qui, étrangement, ne m'ont pas touché. Mon cœur était devenu une pierre, l'empathie s'était volatilisée, remplacée par une rage froide, une colère qui grondait sourdement en moi. Marc, je suis tellement désolé. Je ne savais pas comment te le dire. Me dire quoi, Sarah ? J'ai pointé les plans du doigt, ma voix montant d'un cran. Que tu as décidé de transformer la maison que j'ai construite, notre maison, en une crèche ? Que tu as engagé un architecte pour planifier cela dans mon dos ? Elle a relevé la tête, ses yeux rouges et gonflés rencontrant les miens, un mélange de honte et de défi voilé. Je suis enceinte, Marc. Le monde a cessé de tourner. La phrase est tombée, lourde et glaciale, au milieu de notre salon. Enceinte. Le mot s'est écrasé sur moi comme une vague scélérate, me coupant le souffle, m'emportant dans les profondeurs d'une mer glacée. Mon esprit, d'habitude si rationnel, si structuré par les lois de la physique et de l'ingénierie, s'est retrouvé à la dérive, sans aucun point de repère. Je suis enceinte. Mais de qui ? La réponse était déjà là, dans le vide qu'elle avait créé entre nous, dans ses mensonges, dans l'architecte et ses plans déroutants. Non, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à elle. Ce n'est pas possible. C'est de lui, Marc. Le lui était un gouffre qui s'ouvrait entre nous, un abîme que je n'aurais jamais pu imaginer. L'architecte, la chambre, on voulait vivre ici, tous les trois. Tous les trois. Non pas nous trois, notre couple et un enfant conçu dans l'amour et le respect, mais elle, l'amant et leur enfant, dans ma maison. Le projet architectural qu'elle avait monté, cette démolition de mon bureau, n'était qu'une façade, une métaphore sinistre de la démolition de ma vie, de notre union, de tout ce que je croyais avoir bâti. Mon foyer. Ce n'était pas seulement un mur qu'elle voulait abattre, c'était l'intégralité des fondations de mon existence qu'elle s'apprêtait à réduire en poussière. C'était un coup de pilon sur mon cœur, et je sentais les éclats voler en tous sens, me transperçant de 1000 plaies invisibles. J'ai pris les plans, non pas pour les regarder, mais pour les déchirer. D'abord un petit coin, puis, avec une force décuplée par la rage, j'ai réduit les feuilles en lambeaux, les laissant tomber autour de moi comme une pluie de confettis funèbres. Chaque déchirure était une vengeance symbolique, un acte de résistance face à cette destruction programmée. Tu es enceinte de son enfant, et tu avais l'intention de l'élever ici ? Dans ma maison ? Avec lui ? Les mots s'échappaient de moi, crus, brûlants. Sarah a hoché la tête, un filet de larmes coulant sur ses joues, sans répondre. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. C'était une acceptation de l'horreur. Depuis combien de temps ? La question était un râle. Je voulais savoir, même si la vérité me tuerait. Je voulais mesurer l'étendue du mensonge, la profondeur de l'abîme. Quelques mois. Je ne sais plus. Ces mots étaient hachés par les sanglots. Quelques mois. Les signaux d'alerte que j'avais ignorés, les petites fissures que j'avais rationalisées, prenaient tout leur sens. Son éloignement, ses excuses, son téléphone gardé précieusement, ses soudaines urgences qui la poussaient à sortir seule. Tout, absolument tout,
s'est aligné dans mon esprit avec une clarté insoutenable. Mon cerveau, cet outil d'analyse et de logique, était en train de construire le dossier de ma propre trahison. Et chaque pièce à conviction était un coup de marteau sur mon crâne. Alors tu avais vraiment l'intention de le faire? D'amener cet homme, ton amant, le père de ton enfant, sous mon toit, dans la maison que j'ai bâtie, et de détruire mon bureau, ma pièce, pour lui faire de la place. Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale, une cruauté que je n'avais pas soupçonnée en moi. Je voulais qu'elle comprenne l'étendue de sa folie, la monstruosité de son plan. Elle a finalement levé son regard vers moi, ses yeux rouges pétillants d'une étincelle que je n'avais jamais vue auparavant, une forme de résignation froide, presque calculée. Je ne savais pas quoi faire, Marc. Il est l'homme que j'aime, et on aura un enfant. C'est sa maison aussi. On est mariés. Là, c'était trop. Sa maison, ai-je rugi, ma voix enfin libérée, brisant le calme oppressant. Ce n'est pas sa maison, Sarah. C'est ma maison. J'ai payé chaque brique, chaque tuile, chaque centimètre carré de terrain. C'est ma propriété. Ton nom n'est pas sur l'acte. La brutalité de mes propres mots m'a presque choqué. Mais la vérité, à cet instant, était mon seul refuge, mon unique arme. La réalité financière, la réalité juridique, cette armure froide et implacable que j'avais construite sans jamais penser devoir l'utiliser contre elle. Le silence est retombé, plus pesant encore. Cette fois, Sarah ne pleurait plus. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par une expression de stupéfaction et, j'ose le dire, de peur. Elle n'avait pas anticipé cette riposte. Elle avait sous-estimé la puissance d'un homme brisé, mais pas anéanti. La surprise de son plan machiavélique était immense, mais la mienne, face à sa propre ingéniosité architecturale et légale, serait bien plus dévastatrice. Mon monde venait d'imploser, mais étrangement, au milieu des décombres, une nouvelle force émergeait. La douleur était une brûlure intense, mais elle était aussi une source d'énergie glaciale. Cette femme que j'avais aimée, cette complice de ma vie, s'était transformée en architecte de ma destruction. Mais j'étais aussi un architecte, et je savais comment reconstruire, et je savais aussi comment démolir. Les fragments de plans architecturaux gisaient au sol, des preuves muettes d'un futur que j'allais anéantir avant même qu'il ne puisse prendre forme. La maison, mon œuvre, n'allait pas être le théâtre de leur bonheur. Elle serait le théâtre de ma revanche. Et les fondations de ce nouveau chapitre, aussi douloureux soit-il, venaient d'être posées. Qu'aurais-tu fait quand le sol s'est dérobé sous tes pieds, quand les murs de ta propre maison se sont transformés en symbole d'une trahison inouïe? Aurais-tu fui? Ou aurais-tu décidé de te battre pour chaque poutre, chaque pierre, chaque parcelle de dignité qui te restait? Pour moi, le choix était déjà fait, le silence. Un silence si lourd, si assourdissant, qu'il semblait écraser les murs mêmes de ma maison, cette maison que j'avais conçue, bâtie, chérie. Les mots de Sarah, ses aveux glacés, résonnaient encore dans l'air comme les répliques d'un séisme intérieur, tandis que les esquisses de Monsieur Dubois, que j'avais déchirées avec une rage froide, gisaient en lambeaux sur le parquet de mon salon, témoignant d'une violence bien plus profonde que le simple papier froissé. Elle était restée là, pétrifiée d'abord, puis ses yeux avaient pris une lueur de défi mêlée d'une peur nouvelle, la peur de l'inconnu que j'étais devenu face à elle, l'homme blessé qui avait retrouvé sa colonne vertébrale dans les décombres de sa confiance. Qu'aurais-tu fait, toi, à ce moment précis? Aurais-tu crié, pleuré? Te serais-tu effondré en une masse informe de désespoir? Je ne sais pas. Moi, je me suis senti vide, oui, mais d'une vacuité tranchante, prête à se remplir d'une résolution implacable. La rage, la tristesse, tout cela était là, en latence, mais au premier plan, une froide logique d'architecte avait pris le relais. Les fondations de ma vie venaient d'être dynamitées, mais il restait le terrain, mon terrain, ma propriété.
Et j'étais le propriétaire, le concepteur, l'ingénieur de ma propre existence. La nuit qui a suivi fut un abîme silencieux, une traversée du désert éveillée. Je n'ai pas dormi. Comment pourrais-je? Chaque recoin de la maison, chaque ombre projetée par la faible veilleuse du couloir me rappelait une facette de notre vie, une illusion que j'avais nourrie avec tant de dévotion. L'odeur de son parfum, qui la veille encore était pour moi synonyme de réconfort, était devenue une nausée, une traînée amère d'un mensonge insoutenable. Je me suis levé et arpenté les pièces, mes pas résonnant dans le vide comme des coups de marteau sur mon propre cœur. J'ai regardé mon bureau, ma forteresse. C'était là qu'elle voulait abattre le mur. Pour un enfant qui n'était pas le mien, pour un homme qui n'était pas moi, pour vivre sous mon toit, une vie qu'elle n'avait pas construite, qu'elle n'avait pas méritée. La pensée était une morsure glaciale. C'est à ce moment-là, dans le silence préaube où seuls les premiers oiseaux osaient murmurer un chant hésitant, que la clarté s'est imposée. Je me suis assis à mon bureau, ce même bureau qu'elle avait osé envisager de démolir. J'ai allumé ma lampe de travail, celle qui avait éclairé tant de plans, tant de rêves, et j'ai commencé à dessiner. Non pas une maison, mais une stratégie. Ma main ne tremblait pas. Mon esprit, en revanche, était un tourbillon d'émotions contradictoires. Mais ma volonté, elle, était de faire. Je revoyais mentalement les actes de propriété, les clauses du contrat de mariage, ou plutôt, l'absence de contrat, et la pleine possession de cette demeure qui était mon seul et unique, bien avant elle. Je connaissais le code civil comme ma poche. Chaque article, chaque alinéa relatif à la propriété, à l'occupation sans titre. Les briques et le mortier de la loi allaient devenir mon bouclier, ma catapulte. Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Les mots me revenaient, précis, implacables. Qu'elle l'ait oublié, ou qu'elle ait cru pouvoir les contourner par une audace effrontée, était sa folie. Je sentais mon sang s'engouffrer dans mes veines, non pas de colère aveugle, mais d'une détermination froide, presque chirurgicale. Chaque ligne de code, chaque article de loi que je pouvais invoquer était comme une poutre que je renforçais sous mon propre toit. Pendant qu'elle rêvait de démolir un mur, je me préparais à démolir son avenir sous ce même toit. Le lendemain, la journée fut un flou de gestes précis et de dialogues assourdis. Le premier appel fut pour mon avocat. Pas de fioriture, un résumé clinique, dénué de toute émotion visible dans ma voix. J'ai découvert que ma femme m'est infidèle, qu'elle est enceinte d'un autre homme et qu'elle comptait faire emménager son amant et leur bébé dans ma maison. Je suis l'unique propriétaire. Je veux le divorce et qu'elle quitte les lieux le plus rapidement possible. La voix de mon avocat, d'abord surprise, s'était vite muée en celle d'un professionnel aguerri. Il comprenait l'urgence, la brutalité de la situation. Les rendez-vous se sont enchaînés. Chaque document signé, chaque formulaire rempli était une brique que je posais pour reconstruire mon avenir, pierre après pierre, loin d'elle. Le processus était froid, impersonnel, et c'est ce qui m'aidait. Ne pas se laisser submerger par la douleur, mais se concentrer sur l'efficacité. J'étais Marc, l'architecte, celui qui construit et qui déconstruit avec méthode. La maison était ma propriété. Elle avait un droit d'habitation en tant qu'épouse, mais en cas de divorce pour faute, surtout avec une telle effronterie, ses droits s'amenuisaient comme neige au soleil. Elle serait expulsée. C'était la loi. C'était juste. La confrontation, la deuxième round comme je l'appelais en mon fort intérieur, eut lieu quelques jours plus tard. Sarah avait reçu la demande de divorce et la mise en demeure de quitter les lieux. Elle est revenue, le visage ravagé, les yeux cernés, mais avec cette lueur de défi toujours présente. Elle a tenté de pleurer, de s'excuser, de me manipuler. Elle a évoqué nos souvenirs, notre histoire, notre amour. Des mots qui sonnaient faux, des paroles qui s'écrasaient contre le mur de mon indifférence nouvelle. Je l'écoutais, sans un mot, sans une émotion trahie. « Marc, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Il y a un moyen de s'arranger. »
Mon regard, je le savais, était glacial. Il n'y a rien à discuter, Sarah. La décision est prise. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Mais où irai-je? Où allons-nous? Et c'est là qu'elle avait fait l'erreur fatale, la petite phrase qui montrait qu'elle n'avait rien compris. Elle avait dit nous, englobant l'amant et l'enfant dans notre destin brisé. Nous? Il n'y a plus de nous, Sarah. Il n'y a que moi, propriétaire de cette maison, et toi qui devras la quitter. Où tu iras, avec eux, cela ne me concerne plus. Tu as eu le temps d'y penser quand tu as planifié de faire de mon bureau la chambre de ton enfant? Ses yeux s'étaient dilatés de fureur et de désespoir. Elle avait compris que j'étais inébranlable, que mon cœur, une fois ouvert et piétiné, s'était refermé avec le bruit sec d'une porte blindée. Le ton était donné, la date de son départ fixée. Le jour de son départ fut étrange, une journée en suspens. L'air était lourd, saturé d'une tension palpable. Elle a emballé ses affaires, avec l'aide silencieuse de sa mère, qui me regardait avec une combinaison de pitié et de reproche. Je suis resté dans mon bureau, la porte entr'ouverte, pour surveiller, pour m'assurer que rien de m'appartenant ne s'évanouissait avec elle. J'entendais le froissement du papier bulle, le grincement des cartons. Chaque objet qu'elle mettait dans une boîte était un fragment de notre passé qui s'éloignait. La petite statue que nous avions achetée à Venise, les cadres photos, ses robes dans l'armoire commune, tout prenait le chemin de la sortie. Quand le dernier carton fut dans le coffre de la voiture de sa mère, quand le moteur démarra et que le véhicule s'éloigna sur l'allée gravillonnée, un silence encore plus profond s'est installé. Un silence absolu, comme celui qu'on trouve après une tempête dévastatrice. Je me suis avancé dans le salon, dans la chambre. Les placards étaient vides, les étagères dénudées. L'odeur de son parfum s'était estompée, remplacée par une vague odeur de poussière et de vide. La maison, ma maison, était enfin à moi, entièrement à moi. Mais cette victoire avait un goût amer, presque métallique. Elle était à moi, mais elle semblait aussi vide qu'une coquille arrachée à sa perle. Les conséquences immédiates furent un véritable séisme personnel. Psychologiquement, je me sentais à la fois soulagé d'avoir mis fin à l'illusion et dévasté par l'ampleur de la trahison. C'était un mélange toxique de colère froide et de tristesse abyssale. Mon corps, soumis à une tension extrême pendant des semaines, a lâché prise. Les nuits étaient agitées, peuplées de cauchemars où les murs de ma maison s'effondraient sur moi. Je perdais l'appétit, chaque bouchée de nourriture étant une lutte. Mon cerveau, habitué à la complexité des plans architecturaux, avait du mal à se concentrer sur les tâches les plus simples. Le vide qu'elle avait laissé n'était pas seulement physique, mais un trou béant dans mon âme. Connais-tu ce sentiment où ton propre corps te trahit, où chaque fibre de ton être crie sa douleur, même quand ton esprit tente de rester fort? C'est ce que j'ai ressenti. La confiance, ce pilier invisible de toute relation humaine, était brisée en 1000 morceaux, et la peur qu'elle ne puisse jamais être reconstruite me hantait. Socialement, l'affaire a fait quelques vagues. Comment expliquer à nos amis communs que Sarah, la femme douce et souriante qu'ils connaissaient, avait comploté pour m'expulser de ma propre maison avec son amant et son enfant? Certains étaient stupéfaits, d'autres incrédules. Quelques-uns m'ont soutenu, mais beaucoup ont pris leur distance, comme si le malheur était contagieux, ou comme si ma douleur les mettait mal à l'aise. Les potins, les regards en coin, les questions gênantes. J'ai choisi la solitude, me retranchant dans ma forteresse de pierre et de béton, mais aussi dans une carapace émotionnelle. Je ne pouvais plus faire confiance, même au jugement bienveillant. Mon image d'homme stable, enraciné, s'était fissurée. Financièrement, même si j'étais le propriétaire unique, le divorce et les frais d'avocat ont pesé. C'était une ponction inattendue, une rançon de la trahison. Chaque facture était un rappel que la destruction avait un coût matériel, en plus de son coût émotionnel inestimable.
La période post-tragédie fut un long cheminement, semé d'embûches et de petites victoires. Ma maison est devenue mon refuge, oui, mais aussi mon chantier de reconstruction personnelle. Le bureau, une fois menacé de démolition, est redevenu mon sanctuaire, mais avec une nouvelle signification. J'ai repeint la pièce, symboliquement. Pas pour effacer les souvenirs, mais pour les recouvrir d'une nouvelle couche de résilience. Les murs, autrefois porteurs de plans d'invasion, sont devenus le support de mes propres créations, de mes rêves retrouvés. Le silence, d'abord assourdissant, a commencé à se transformer. Lentement, il est devenu un espace pour la réflexion, pour la guérison. J'ai réappris à vivre seul, à cuisiner pour moi-même, à apprécier la musique sans avoir à négocier le genre, à lire en pleine nuit sans me soucier de réveiller quelqu'un. La solitude, au début subie, est devenue choisie. C'était une solitude qui permettait de réassembler les morceaux, de panser les plaies. Il y a eu des moments de rechute, bien sûr. Des soirs où la mélancolie me submergeait, où les fantômes du passé dansaient dans les ombres. Des souvenirs fugaces d'un rire partagé, d'une main tenue, qui me transperçaient comme des éclats de verre. La tentation de me morfondre, de sombrer dans l'amertume, était toujours là, tapie dans l'ombre. Mais chaque fois, je me suis accroché à une idée. Je suis l'architecte de ma vie. Et même si le tremblement de terre a été dévastateur, je suis capable de reconstruire. Non pas le même bâtiment, mais un nouveau, plus solide, avec des fondations plus profondes. J'ai recommencé à travailler sur des projets personnels, à rencontrer d'anciens amis, à renouer avec des passions oubliées. La vie, malgré tout, continuait à s'écouler, et je devais choisir de flotter ou de couler. J'ai choisi de nager. Avec le recul, avec le temps qui a patiné les arêtes vives de la douleur, je peux enfin entreprendre des réflexions plus profondes. La vie est une construction complexe, n'est-ce pas ? Chaque relation est une structure, et la confiance en est la poutre maîtresse. Une fois cette poutre fissurée, même si l'on tente de la réparer, la cicatrice reste. Elle vous rappelle sa vulnérabilité, la précarité de tout ce que l'on tient pour acquis. J'ai appris que les choix, même les plus insignifiants en apparence, peuvent avoir des conséquences sismiques. Le choix de Sarah de trahir, le mien de me relever et de me battre, ces choix ont redéfini qui nous étions. Ma propre identité a été mise à l'épreuve. J'étais Marc, le mari. Maintenant, je suis Marc, le survivant. L'architecte qui a su non seulement construire des maisons, mais aussi reconstruire sa propre existence. J'ai appris que la plus grande force ne réside pas dans l'absence de failles, mais dans la capacité à se relever après la chute, à réparer ce qui est cassé, et à accepter que certaines choses ne pourront jamais être comme avant. C'est une leçon brutale, mais essentielle. La vie, comme l'architecture, est un processus continu de construction, de déconstruction et de reconstruction. Cette histoire, la mienne, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il suffit d'un instant de faiblesse, d'un mensonge, d'une décision égoïste pour que tout bascule. Que ce soit une trahison amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle. La douleur est la même, l'onde de choc est universelle. Elle vous secoue jusqu'à l'âme et vous force à regarder la fragilité de nos fondations, la minceur du voile qui nous sépare du chaos. Mais elle nous pousse aussi à trouver en nous des ressources insoupçonnées, une résilience que nous n'aurions jamais cru posséder. Si mon histoire a résonné en toi, si tu as vécu quelque chose de similaire, ou si elle a simplement éveillé des réflexions en toi, n'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ton expérience compte. Tes mots peuvent aider d'autres à se sentir moins seuls. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui, je l'espère, nous poussent à la réflexion. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un qui traverse une période difficile. Nous sommes tous des bâtisseurs de nos vies, et parfois, même après les plus grandes destructions,
il est possible de reconstruire, plus fort, plus sage.